Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'avoir ce panel à mes côtés. Donc, je vais vous poser quelques questions sur innovation et transformation digitale. Et alors, c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc, j'ai un peu envie de vous demander le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on parle de transformation digitale, on parle d'open innovation, mais finalement, est-ce que le lien est légitime? Et est-ce que ça vous paraît être quelque chose d'important aujourd'hui? Est-ce que je démarre par vous chez Solvay? Oui, alors bonjour à tous. Alors je tiens à préciser, j'ai laissé mon armure à l'entrée, puisque je fais partie du groupe Solvay. J'ai compris tout à l'heure que les groupes internationaux ou les groupes étaient dans les citadelles, protégés, et au mépris de tout ce qui se passe autour de nous. Alors je vais tenter de laisser mon armure. Deuxièmement, de vous montrer que dans le groupe Solvay, on fait des choses. Alors même si ça ne va pas encore assez vite, mais on fait des choses. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une véritable transformation qui est en train de se passer dans la société et dans l'entreprise, dans l'industrie. C'est que les choses, on doit les voir différemment, totalement différemment. Je suis aujourd'hui, à travers le groupe Solvay, au milieu d'une chaîne client où on produit des intermédiaires qui vont être transformés et in fine, ça va sur le consommateur final. Le problème étant qu'on voit se dessiner des choses, des modèles qui arrivent, ce qu'on appelle le disruptive model. Vous avez entendu parler tous de l'ubérisation. Tout le monde parle de l'ubérisation. On va faire de l'ubérisation partout, c'est la mode. Oui, il y a quelqu'un qui est Uber, qui est arrivé, et il a complètement changé la façon de proposer des services aux consommateurs. Quand on prend un taxi, c'est quand même plus facile que ce qui était avant. Et on se dit, dans l'entreprise, ça va nous concerner, ça va nous toucher. Donc les choses évoluent, il y a une grande transformation qui est en train de se dessiner. Même si nous sommes au milieu d'une chaîne client, très en amont, même les gens qui sont très grands spécialistes du marketing, marketing opérationnel, nous le disent, eh bien, il faut se préoccuper du consommateur final. C'est-à-dire plutôt que de dire je suis customer focus, je m'occupe de mon client direct, il faut transformer l'approche en consommateur focus, consommateur centrique. Il faut que je m'occupe de l'évolution de ce que ce consommateur va vouloir avoir, même s'il n'a pas exprimé, entendu parler d'innovation, c'est latent, c'est l'implicite et c'est l'explicite. Mais l'implicite, c'est encore plus difficile, on est dans l'innovation. Il faut comprendre où veut aller l'innovation au service du consommateur et de la planète. On parle beaucoup du développement durable. Toutes les solutions qui se dessinent dans l'innovation doivent répondre aussi à des problématiques économiques, mais aussi l'avenir de notre planète. Donc tout cela, ça crée effectivement un mode de fonctionnement, un mode de pensée au sens de l'innovation qui va être complètement disruptive. Merci. Chez Alstom, ce lien entre Open Innovation et Digital, il est évident également ? Il est évident, mais j'aurais un éclairage un tout petit peu différent, puisque l'innovation, comme on peut s'en douter chez Alstom, c'est quelque chose qui est omniprésent depuis de nombreuses années. En fait, c'est notre ADN, puisqu'en fait, on fabrique des systèmes complexes, des systèmes ferroviaires, de transport ultra complexes, de plus en plus complexes. Cette habitude d'innover est quand même une longue histoire chez nous. Cependant, la transformation digitale amène un facteur d'accélération qu'on n'a jamais vu. J'aime bien parler de recombinaison, c'est-à-dire en fait on voit apparaître des domaines, des nouveaux domaines un peu partout, en dehors en fait de notre domaine d'expertise, qui commencent à bousculer en fait nos valeurs, qui commencent à bousculer nos façons de faire. Et c'est cette recombinaison technologique aujourd'hui en fait qui nous pousse à innover et aller vers l'open innovation justement. C'est pour ça que les liens, il y a une espèce de continuité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on va plus innover, etc. Mais on va innover différemment avec la prise de tous les intérêts en fait de ce qui existe dans d'autres business et l'intégrer le plus rapidement possible en recombinant en fait tous ces éléments technologiques pour servir notre domaine traditionnel. Donc c'est pour ça que cette open innovation, c'est une manière d'aller chercher à l'extérieur tout un tas d'éléments que nous on peut plus forcément développer, cultiver comme on a l'habitude de le faire parce que la vitesse n'est plus suffisante, les technologies ne sont plus suffisantes et les hommes qui les supportent ne sont plus suffisants. Donc on est obligé d'aller chercher à l'extérieur pour aller de plus en plus vite. Voilà, c'est ça le lien que je ferais en fait entre l'open innovation et l'innovation classique que l'on peut connaître aujourd'hui. Okay. Alors sur l'innovation et la transformation digitale, il y a aussi une question qui est est-ce que c'est le bon sujet maintenant ? Alors du coup, j'ai un peu envie de me tourner vers RTE, voire même Veolia, dans une industrie où peut-être on est
parfois protégés par une certaine réglementation. Est-ce que vraiment c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que c'est absolument urgent de se lancer en fait dans cette transformation? Oui, nous on a un projet très important de numérisation, de digitalisation. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est les services qui sont attendus par les utilisateurs, les clients, même si c'est des clients finaux. Nous, RTE, on gère le réseau de transport d'électricité, mais in fine, les données sur le système électrique, l'évolution, la transition énergétique, la transition écologique, ça intéresse tout le monde. Et donc tout ce qui est open data, fourniture de données, fourniture de services, c'était un monde qui était géré par des ingénieurs de l'interne, et donc tout ce qui a été dit ce matin sur l'ouverture vers la société et la façon d'être plus en lien, plus en communication, c'est forcément quelque chose de prégnant. Et puis à côté de ça, nous on a toujours eu historiquement une R&D, alors qu'il n'y a pas une R&D produit, puisqu'on ne commercialise pas grand-chose, mais une R&D pour améliorer nos process, améliorer nos fonctionnements, améliorer notre performance, et le fait d'être régulé n'empêche pas d'être drivé par la performance. Et donc de ce point de vue-là, il est clair que la digitalisation, la numérisation, c'est ce qui nous permet d'améliorer notre performance, que ce soit dans la gestion de nos actifs, c'est là-dessus qu'on travaille avec Cosmo, mais sur plein d'autres domaines. Depuis toujours, RTE a la gestion du système français et même européen, participe à la gestion du système européen d'électricité. C'est un problème très complexe. On a toujours utilisé beaucoup d'algorithmiques, de mathématiques avancées, d'intelligence artificielle. Donc toutes ces avancées plutôt scientifiques au départ, elles sont importantes. Et aujourd'hui, le numérique, c'est des plateformes web, c'est une convivialité, c'est un accès à l'information, mais c'est aussi le fait de rassembler des tas d'informations. Et pour tous les acteurs industriels, ça change nos métiers. Et c'est là où, dans ce qui a été dit ce matin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et moi, en tant que directeur R&D, j'espère aller un peu au-delà d'essayer de trouver ce qu'on cherche. C'est une partie de notre métier, j'accepte volontiers la définition, mais il y a tellement de ruptures à côté dans les façons de travailler, dans les façons d'échanger avec d'autres, dans le fait de concevoir qu'est-ce qui est cœur de métier pour notre entreprise, qu'est-ce qu'on a intérêt à travailler avec d'autres, que moi, la tâche que je m'assigne, c'est d'essayer de faire une synthèse de tout ça, et synthèse qui sera différente suivant les champs. Moi, je dirige une R&D où on travaille sur des gros matériels qu'on va mettre sur le réseau, des gros transformateurs à plusieurs dizaines de millions d'euros pièce. On ne va pas les fabriquer, donc forcément, là, on a un écosystème avec des fabricants. On a une R&D qui fait des algorithmes extrêmement poussés sur l'optimisation, l'exploitation du système. Et là-dessus, on a toujours eu une open innovation, mais plus tournée vers le monde scientifique, académique, universitaire, au niveau mondial. Et puis, on a une R&D où aujourd'hui, je vois moi plein de startups qui viennent me voir en disant « mais je sais faire des petits capteurs, je les mets sur votre réseau, regardez, récupérez les données et ça va changer votre façon de gérer le système. » Et c'est vrai. Et donc, on travaille aussi là-dessus. Et donc, moi, la tâche que je m'assigne, c'est de bien comprendre l'écosystème, domaine par domaine. Et donc, il n'y a pas de vérité dans tout ça. Il faut être très pragmatique, je crois. Et puis arriver à allier, certes, le côté enfantin, le côté écouter tout le monde. C'est ça qui est compliqué dans ce monde-là, c'est qu'il faut écouter tout le monde. A priori, il faut donner du crédit un peu à tous, se dire tiens, c'est peut-être pas idiot. Et d'un autre côté, on a une responsabilité industrielle, donc à la fin, il faut trier si on ne veut pas faire une forêt de bonsaï. J'adhère tout à fait à cette image-là. Moi, je dis souvent en interne, je suis un horticulteur. Si je veux qu'il y ait des grands arbres, il va falloir que je coupe des branches. Et c'est pas si simple. Alors soit moi, soit faire couper des branches progressivement à différents niveaux dans l'organisation. Et ce défi-là, il n'est pas simple. Okay, mais on va revenir sur les difficultés et les différents écueils en fait sur le sujet innovation. Donc chez Veolia, Open Innovation, Digital Strategy, ça c'est des sujets qui sont aujourd'hui des sujets chauds. Ça n'a rien à voir. Pardon. Un peu de contradiction. Veolia, 164 ans. Et ça fait la gestion des réseaux d'eau, la gestion de la collecte des déchets et la gestion des réseaux d'énergie, bon en France depuis le rachat d'Alca par EDF, mais beaucoup à l'international. Et donc ce sont de très très vieux métiers qui innovent depuis toujours. Mais ils innovent comment? Ils innovent parce qu'on invente des nouvelles membranes, ils innovent parce qu'on invente de nouveaux process pour traiter les eaux usées, on innove de plein de manières. Donc, et on innove en open innovation. On a la chance de ne pas être une forteresse. On est plutôt un réseau de villages. Alors j'hésite entre Renaissance et les Mayas. On est peut-être un peu plus près des Mayas. La difficulté, c'est la relation entre chacun des villages. Donc en fait, on a de l'innovation dans chaque village. Je perds un peu des gens. Veolia, c'est un réseau extrêmement réparti. À chaque fois un réseau de contrats extrêmement répartis. On a des contrats avec des villes, on a des contrats avec des clients dans le monde entier. Rien qu'en France, on a plus de 5000 contrats. Et chaque contrat vit de manière autonome. Et dans chaque pays, on a la même chose. Et dans chaque pays, il y a un tissu de start-up
qui frappent régulièrement à nos portes parce qu'ils ont inventé un système, quel qu'il soit, hein, encore une fois, je reviens sur le traitement des eaux usées, etc. Et donc on les fait vivre localement. La difficulté, c'est la relation d'un village à l'autre qui fait que ça a du mal à croître à l'échelle mondiale. Donc l'innovation, elle existe depuis toujours, elle est extrêmement répartie, elle est très open. C'est pas forcément le bon modèle, donc, parce qu'elle ne se fructifie pas au niveau du groupe. Et quant au digital, quand on lit ce que disent vos collègues de McKinsey, les utilities et le public sector, qui sont en gros nos sujets, c'est vraiment la fin de la courbe. C'est-à-dire qu'on a passé les voyages, la banque, les télécoms, les médias, on a passé un certain nombre de choses. Il y a encore un peu de chemin à attendre, donc on pourrait se dire que le digital, c'est pas tout de suite. Donc on n'appelle pas ça transformation digitale, ou plutôt ce qu'on appelle transformation digitale n'a rien à voir avec l'innovation, c'est la modernisation des outils de système d'information. C'est le grand piège à la transformation digitale, c'est quand ça se résume à la DSI. Je pense que c'est un point très important et qui est soulevé dans beaucoup de sociétés, industrielles ou autres. C'est la notion de digital. Ça veut dire quoi, lancer du digital? Et il y a tout, on trouve de tout. Il y a l'IT, alors là, on a les systèmes d'information, on a des bons ingénieurs en France en plus, alors ils nous sortent des systèmes super géniaux. Et puis il y a ceux qui restent, qui sont dans le disruptive model type Uber. Et chez Solvay, on a pris le parti de prendre le digital au sens générique du terme, c'est-à-dire le digital, c'est au sens, encore une fois, de l'innovation, au sens de nouveaux services, au sens du consommateur, au sens du client, des modèles disruptifs de business, de marketing, de services, des modèles où le digital va apporter des solutions, des techniques nouvelles, où on va améliorer considérablement notre compétitivité. J'ai entendu tout à l'heure parler de la Chine. La Chine se développe à une vitesse inouïe, bien sûr, par l'introduction de nouvelles technologies, de start-up, de générations des milléniums qui sont formés au mental Silicon Valley, sauf qu'ils sont 2 fois plus puissants et rapides que le Silicon Valley. Silicon Valley, on est en train de développer la start-up et puis on essaye de capitaliser, puis on vendra à 250 millions de dollars. La société, demain, c'est bien. Les Chinois, ils n'en sont pas là. Ils vont 2 fois plus vite et ils développent un tissu économique super rapide avec des notions de compétitivité inouïes. Et pour nous, chez Solvay, et en France en particulier, c'est une énorme chance, le digital, pour réintroduire la notion de compétitivité. Productivité en France, il y a 10 ans, 15 ans, c'était quoi? Il fallait supprimer les frais fixes, donc dégager les jobs. Le digital va apporter des solutions totalement différentes au sens de la compétitivité, mais avec une chose, c'est que c'est une révolution sociale et culturelle dans nos entreprises. Si on n'est pas préparé, il y en a certains qui disent c'est la sidérurgie de demain. C'est-à-dire qu'on va devoir changer les jobs. Un homme de maintenance, demain il sera plus maintenance, il sera opération production, maintenant c'est plein de choses. Et donc les jobs vont changer, il va falloir accompagner tout cela. Tout ça, c'est intégré dans ce qu'on va appeler une roadmap, une carte de transformation chez Solvay, qui va toucher ces différents axes dans lesquels on va intégrer des projets, parce qu'il va falloir construire une vision, et c'est cette vision qu'on construit sur les différents axes en mettant des projets et en se lançant dans l'aventure. C'est une aventure, parce qu'on ne sait pas où on va. On a une intention, une vision, mais on ne sait pas véritablement le chemin, la route. Merci, du coup le débat est lancé et j'ai noté 2-3 points là maintenant que je comptais aborder de toute façon. Le point sur la compétitivité, le point sur le côté incrémental versus disruptif. Et je pense que tout à l'heure on a parlé aussi de l'innovation qui complique versus l'innovation qui simplifie. Alors ça je propose qu'on le mette de côté et on va y revenir. Après vous avez soulevé le point de l'innovation, elle se passe partout. Elle est disséminée au niveau local. Bon, alors là, évidemment, j'ai une question qui me taraude. En fait, le problème qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais est-ce qu'on est capable de se réinventer de l'intérieur? Est-ce que, et ça va faire le lien avec le disruptif et versus l'incrémental, c'est-à-dire que quand on est le nez dans le guidon, dans les opérations, qu'on doit sortir des résultats pour dans 3 mois, etc., est-ce qu'on est véritablement capable de prendre des risques? Est-ce qu'on est capable de se projeter dans l'inconnu, justement, sans avoir en fait, une solution qui soit prédictive? Et donc, à partir de là, on se dit, tiens, on va mettre l'innovation incrémentale dans le business actuel, et puis on va créer en fait
un lab ou un hub pour faire tout ce qui est disruptif? En fait, il y a un bout de la réponse dans la question. Chacun de nos patrons de business unit ou de contrat, il a effectivement une forte contrainte de P&L. Et c'est le premier vecteur ou moteur de l'open innovation, c'est quand une start-up vient le voir en disant « je peux vous aider à gagner X ». Bon. Comme c'est une start-up, il y a un risque. Et donc la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a des opérations extrêmement étendues. C'est assez facile pour nous d'isoler une petite partie de nos opérations. On dit ben, joue là-dedans. Donc on lui ouvre un bac à sable. C'est un petit coût pour nous. Et ça permet assez vite de vérifier s'il y a des promesses à atteindre. Et ça permet de développer plus vite. Notre sujet, il est moins dans comment on fait rentrer l'open innovation de l'extérieur. Parce qu'on est très ouvert à ça. Ce n'est pas du tout une boîte de tech, hein, Veolia. Donc on est très ouvert à toute la tech qui peut venir à l'extérieur. Il est plus dans comment on capitalise ensuite. Et ça, c'est le réseau qu'on est en train de construire. Je n'ai pas encore parlé de digital. Peut-être un complément. Pour Alstom, je pense qu'il n'y a pas de séparation entre l'externe et l'interne. On élabore depuis de nombreuses années des systèmes très complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus complexes. Une partie de l'innovation peut être directement sourcée ou développée par l'extérieur. Par contre, on aime bien l'idée d'une association ou d'une incubation mixte avec l'intérieur pour partager quand même les contextes très complexes avec l'extérieur pour que les partenaires puissent venir collaborer. Typiquement, la collaboration qu'on a mise en place avec Cosmo rentrait dans ce cadre-là. Idéalement, une technologie était éligible à faire un certain nombre de choses pour nous, mais sans un échange continu et détaillé avec une équipe plus ou moins partagée au démarrage, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait ensemble. Il n'y a pas forcément de modèle, c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. S'il n'y a pas de sponsor interne, je pense qu'on restera au stade des proof of concept externes et la greffe sur l'industriel en fait ne marchera pas à la fin. Donc pour Alstom, on aime bien l'idée d'une continuité interne-externe, partager les contextes détaillés des systèmes complexes, les subdiviser en fait pour que certains partenaires puissent venir nous rejoindre, mais dès le départ, on imagine de pouvoir les intégrer à terme. C'est ça en fait le modèle que l'on veut promouvoir. Je crois que si je peux compléter, il y a un sujet très intéressant, c'est s'ouvrir au monde extérieur, ouvrir à travers des partenariats, comme on le fait avec Cosmo, mais avec d'autres sociétés, parce qu'ils voient les choses différemment de nous, ils voient des choses, des avancées technologiques, des choses sur le marché, c'est très important pour nous de pouvoir nous ouvrir au monde extérieur, et voilà, sortir de nos citadelles, même si on peut être dans un village, multi-village, mais pour nous c'est important. Deuxième point, je crois qu'il y a une force inouïe, quelle que soit la notion de digital, etc., dans l'innovation. L'innovation, elle vient des gens qui sont dans l'entreprise, les employés de l'entreprise, les collaborateurs. Je prends simplement un exemple, comment on a boosté de l'innovation, maintenant en plus boosté avec le digital, c'est les orthodoxies. On a fait réfléchir, je crois à peu près les 2 tiers de mon entreprise, c'est-à-dire à peu près 500 personnes dans le monde entier, sur post-it, à l'époque on n'était pas encore tout à fait digital, sur qu'est-ce que vous voyez, vous, comme changement profond, quelles pourraient être vos idées. Et on a pris un modèle qui est l'orthodoxie. Je prends un exemple pour l'orthodoxie, c'est Lego. On a pris un modèle Lego. Vous connaissez tous Lego, les petits jouets, là, les petites... C'est quoi Lego pour vous? C'est faire des petites maquettes pour les enfants, c'est ce qui vient... Lego a transformé complètement sa façon de voir les choses en disant... une orthodoxie. Lego, c'est pour les petits garçons. Non, et pourquoi ça ne serait pas pour les adultes? Voilà une orthodoxie. Je casse à ce moment-là cette image. Lego, c'est pour les enfants. Lego, ça pourrait être pour les adultes. Et ils ont commencé à développer de l'innovation, des idées nouvelles sur les maquettes Lego pour les adultes. Et ça marche énormément parce qu'on achète maintenant à prix d'or les petites maquettes, etc. Donc on est parti sur des principes d'orthodoxie, casser les orthodoxies, les bienséances, les paradigmes, les choses qui sont déjà ancrées profondément. Et on a demandé à, encore une fois, 500 personnes, grosso modo, de mon entreprise, quelles pouvaient être les idées nouvelles. Et ça a été remarquable. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie. C'est la richesse de l'entreprise. L'innovation, elle vient des gens de l'entreprise. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme nous, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Ils prennent le taxi tous les jours, etc. Et on se dit, mais pourquoi
pourquoi on vend un arôme qui s'appelle un arôme vanille, leader mondial sur la vanille? Vous êtes très content de savoir que je suis leader mondial sur la vanille. Mais pourquoi demain on ne ferait pas des imprimantes 3D alimentaires dans lesquelles je fais la glace à la vanille chez vous, dans la cuisine, demain? Et c'est en train de se produire. Alors nous, on n'est pas encore là avant de la vanille, mais vous voyez qu'on casse complètement les ruptures, on rompt complètement avec les modèles classicaux. Merci Dominique. Je voudrais juste vous poser une question à chacun. Et alors si vous pouvez répondre assez rapidement. On a compris un peu les concepts hein, autour de l'innovation. Là, on commence à cerner. Maintenant, concrètement, c'est quoi les projets d'Open Innovation? Si vous deviez en donner un exemple dans votre entreprise, et alors sans rentrer dans les problèmes de confidentialité, vous seriez capable de dire quoi en fait aujourd'hui à l'Assemblée? Aujourd'hui, on a un programme d'innovation qui vient d'être ouvert au sein notamment d'un centre de recherche et technologie IRT à Saclay, autour de tout ce qui touche à l'autonomie des véhicules. Donc typiquement, on a monté un groupe de travail autour de cette thématique en fait, pour donner la capacité à nos solutions ferroviaires de commencer à exploiter un certain nombre de concepts autour du véhicule autonome. Donc typiquement, c'est une expérience qu'on a accumulée depuis plus d'une trentaine d'années, puisque les métros automatiques, vous les pratiquez depuis de nombreuses années. Donc c'est un asset très fort chez Alstom, en fait, ces systèmes-là. Mais on va aller beaucoup plus loin, en fait, dans ces Et vous récupérez ce qui se fait dans l'auto? On récupérera vraisemblablement un certain nombre d'éléments de l'automotive, effectivement, tout ce qui touche à capteurs d'environnement et choses comme ça. Notre objectif, c'est pas d'inventer des radars, des lidars, des sonars et des choses comme ça, puisque ça, on peut considérer que c'est déjà disponible dans des domaines technologiques connexes. Par contre, notre objectif, c'est de mettre tout le knowledge en fait Alstom en fait sur l'établissement d'une solution de sécurité pour des passagers, pour du transport passager de masse. Là où on a vraiment beaucoup d'expérience, donc tout ce qui touche à la sécurité et tous ces systèmes-là. Voilà, donc ça c'est vraiment notre façon de travailler. RTE? Nous, on a plusieurs expériences et on va les multiplier. La démarche qui est assez simple, c'est pour la phase qu'on appelle d'idéation. C'est au début pour stimuler les idées, avoir les idées. Donc, par exemple, on a lancé, c'était maintenant il y a un an, mais un concours pour avoir des startups sur différents types de capteurs pour voir quel type d'équipement on peut mettre sur notre réseau. Un exemple? C'est des exemples, c'est un exemple concret de concours qu'on a lancé et maintenant on travaille avec 4 et 5 startups et on est en train de faire des bacs à sable, c'est-à-dire d'installer des capteurs sur le réseau qui nous amènent des informations qu'on n'avait pas avant et qui nous permettent de mieux estimer, là en l'espèce, le courant qu'on peut faire passer en temps réel sur une ligne, information qu'on n'avait pas et du coup ça vient changer nos pratiques ensuite. Moi, ce que je veux dire, c'est la démarche globale qu'on a dans l'Open Innovation, ça va être de formuler des problèmes, c'est-à-dire nous, on a ce problème-là, et on l'adresse à l'extérieur. Après, on a toujours fait ça un peu vers des universités, maintenant on le fait plus vers des startups, etc. Et le défi qu'on a, c'est certaines de ces startups qui sont là et dont on voit que ça commence à bien fonctionner, ça va être ce qui était dit ce matin, comment on les fait grandir, comment on les aide à grandir, comment on passe du proof of concept à quelque chose qui va devenir plus industriel et avec des contraintes industrielles derrière plus compliquées en termes de masse. Solvay? Je vais vous donner deux quand même. Ah, Non, mais simplement parce que c'est j'ai regardé votre temps de parole. deux préoccupations. La première préoccupation, c'est le consommateur, donc c'est un disruptive model, donc c'est comment utiliser le big data de façon efficace. Et donc un disruptive model au sens du consommateur et de trouver des solutions disruptives, donc en gérant, en pilotant le big data. Donc c'est un gros travail de recherche et d'innovation et d'intégrer le digital, big data, au sens de nos plateformes de développement recherche du groupe. Et deuxième sujet, je vais le concrétiser plutôt sur l'usine du futur, au sens de la compétitivité, du fonctionnement, de l'implication de nos employés. C'est l'usine du futur au sens général qui intègre des nouvelles technologies, des façons de travail différentes, et donc dans lequel on a déjà commencé à inséminer des projets qui vont dans cette vision de construction de l'usine du futur. Bon, chez Veolia. Alors, comme je ne vous ai pas parlé de digital, si je vous donne un exemple de pays d'innovation dans le monde qui n'est pas digital, ça ne va pas vous intéresser. Donc, je suis obligé de faire une petite transition. C'est bien qu'il y ait un lien quand même. Voilà, c'est très bien qu'il y ait un lien. Donc, nous, on pense qu'il y a plein d'idées qui viennent de collaborateurs. Il y a plein d'idées, je vous l'ai déjà dit, qui venaient du tissu de start-up autour de chacun de nos réseaux.
ces idées sont malheureusement conformes à ce qu'on attend de Veolia. Donc c'est pas disruptif. Donc on prend un peu de recul, c'est important, et on se dit, on ne va pas faire la disruption pour faire la disruption, on va d'abord se demander quel facteur peut nous chahuter au point de nous disrupter avant qu'on se fasse disrupter, et la suite après, c'est plutôt que se faire disrupter, on va essayer de se disrupter nous-mêmes. On a identifié 4. Je vais rien inventer, vous savez tout déjà, mais ce que je vais vous dire, je vais essayer de l'ancrer dans le réel. Le premier sujet, c'est l'Internet des objets. Il y a rasoir, Internet des objets, tout le monde en parle. Un truc que vous n'avez peut-être pas noté, c'est que les 825 opérateurs télécoms mondiaux ont convenu d'un standard au mois de juin 2016, donc il y a un peu moins d'un an. Et ce standard va, poser de problèmes aux acteurs qu'on connaît déjà, mais merci, Veolia est acteur depuis 15 ans sur le sujet, donc on a un problème. Donc la disruption, on la voit arriver. 2, va donner une qualité de service comme on n'avait jamais. Et 3, va descendre les prix à des niveaux qu'on n'avait jamais. Et ça date de juin 2016. Et donc, en particulier, on s'inscrit à l'ETSI, on va être membre des gens qui bossent dans les télécoms. Donc pour Veolia, c'est quand même un peu nouveau. Veolia Télécom Compagnie, on ne le savait pas, mais c'est en train d'arriver. Premier sujet de disruption. Deuxième sujet de disruption, l'intelligence artificielle. Donc vous savez tous que AlphaGo a battu le championnat du monde de Go, c'était en mars de l'année dernière. Et alors donc, c'est rien de nouveau pour l'intelligence artificielle, sauf que l'intelligence artificielle, c'est un cerveau. Qu'un cerveau, ça ne vit que s'il y a des données. Et donc c'est parce qu'on aura des dizaines de milliards de capteurs, chapitre précédent, qui vont alimenter ces cerveaux, que ces cerveaux vont devenir beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Autrement dit, de l'intelligence artificielle, on n'attend rien en termes d'algorithmie. Tout a déjà été plus ou moins fait. On attend peu en matière de puissance de calcul dans le cloud. En revanche, on attend beaucoup de pouvoir nourrir ces algos et cette puissance de calcul par un beaucoup plus grand nombre de données. Tout petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, je parle du cloud. Dès demain, on va mettre de l'intelligence artificielle dans les objets. Demain, c'est-à-dire déjà aujourd'hui. En fait, on le fait déjà. Donc ça me ramène intelligence artificielle sur le premier cas. Troisième rupture, il y en a 4 en tout. Troisième rupture, les plateformes d'économie collaborative. Alors, à nouveau, j'invente rien. En 2016, octobre, la dernière levée de fonds d'R&B a placé la capitalisation boursière d'R&B devant Hilton. Donc, soudain, les chakras doivent s'ouvrir. C'est-à-dire que nous qui parlions à des maires pour distribuer de l'eau à leurs administrés, on se rend compte qu'il ferait mieux de parler aux administrés eux-mêmes. Donc le consommateur devient au centre. Et puis quatrième mouvement que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les robots. Et donc pour les robots, juste garder en mémoire que c'est en 2016 qu'on est passé aux pilotes commerciaux de véhicules autonomes. Vous connaissez Uber à Pittsburgh, vous connaissez la boîte de, j'ai oublié le nom, à Singapour qui fait aussi des taxis autonomes, et puis la navette Navia à Confluence à Lyon. Bien. 4 transformations, Oui, 4 facteurs de rupture majeure. Et alors, la question qui arrive, tout le monde est concerné par ça. Ça a quoi comme impact pour nous? Eh bien, ça va dire, je résume très simplement, on va passer notre savoir-faire dans le silicium. C'est un changement majeur humain, parce que nous, on est des êtres humains, on n'est pas du sable. Bon, donc je ne vais pas aller au-delà. Et donc, du coup, un sujet d'open innovation majeur, c'est autour de l'écosystème, au sens très large, des données. Et quand je dis au sens très large, je prends en compte l'origine des données, qui va m'inventer quel capteur qui va permettre de faire quoi. La transmission des données, j'ai déjà dit en 2 mots, et puis le travail sur les données, qui est d'abord l'intelligence artificielle, puis comment je rends plus capables les citoyens, et enfin, comment je nourris des machines. Merci. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tous les grands groupes sont sur le coup. Il y avait l'innovation avant le digital. Maintenant, le digital accélère l'innovation, d'où ce lien qui peut exister. La nécessité de travailler sur pas mal de sujets, alors même qu'on ne sait pas quels sont les standards de demain, et que du coup, on peut peut-être se tromper, et avec donc des choix à faire qui sont importants. Mais en tout cas, tout le monde se lance dans l'affaire. Alors, si je reprends après le processus d'innovation, donc il y a le sourcing, idéation, incubation, accélération, industrialisation, pour la faire longue. Alors, pour l'avoir vécu, sourcing, en général, il n'y a pas trop de problèmes. En faisant appel à l'écosystème, en faisant appel au terrain, il y a beaucoup d'idées en fait qui sortent. Derrière, l'étape d'après, c'est on va faire des pilotes, on va faire des POC, donc des proof of concept. On va même pousser jusqu'à des MVP, minimum viable products. Alors jusque-là, ça marche plutôt pas mal.
Et alors moi je parlais avec quelqu'un d'un grand groupe pétrolier, je ne sais pas s'il est là dans la salle aujourd'hui, qui me disait il y a quelque temps, non mais le problème nous ça fait 2 ans qu'on fait des POC, c'est la foire au POC. On fait la foire au POC, derrière on n'arrive pas à industrialiser. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. C'est un problème ? Oui, moi, Cher Théo. J'en ai déjà parlé, j'étais un peu en avance sur le sujet, mais effectivement, je pense que c'est même le problème. C'est-à-dire que je peux organiser 52 hackathons tous les week-ends sur différents sujets et faire de la com dessus. C'est pas super compliqué à organiser. La question, c'est si on veut avoir une transformation, alors ça dépend de la nature de nos entreprises. RTE, c'est un peu particulier, c'est le réseau de transport électricité, c'est quelque chose de très global, très centralisé. Et puis, c'est une infrastructure vitale pour la France. Et ça fonctionne en plus de façon européenne. Donc il est clair qu'après, pour porter l'innovation, pour amener à une vraie transformation de la façon dont on gère ce système, dont on le développe, dont on le fait évoluer face aux enjeux de transition énergétique, écologique et des possibilités du digital, derrière, il y a un vrai problème de passage à l'échelle et du coup de mise en œuvre. Donc là aussi, tout dépend des sujets. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Je ne crois pas du tout au modèle unique. On a une collaboration avec Cosmo qui est sur des algorithmes. Ils font des algorithmes complexes, etc. C'est un partenariat sur un outil d'étude qui va nous permettre de prendre des décisions. Ça, c'est la partie assez simple. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on touche l'outil industriel, la maintenance, ça a été dit tout à l'heure, les métiers vont changer. Et en fait, l'innovation, mon métier à moi, c'est de voir comment l'innovation que je peux sourcer à l'extérieur, qu'on peut développer, que moi j'utilise le terme de qualification de l'innovation. Finalement, ma fonction à moi, en interne à l'entreprise, c'est de faire le tri dans tout ce qu'il y a à côté, de voir les priorités qu'on a, et de qualifier des solutions pour les amener comme vecteurs de changement, mais de changement social, de changement de transformation dans les directions opérationnelles. On a 4000 personnes qui font de la maintenance aujourd'hui, sur 8000 à RTE, c'est la moitié de l'effectif. Il est clair que toutes les technologies qu'on a aujourd'hui vont radicalement changer leur métier. C'est comme le mécanicien que vous allez y voir il y a 15 ans qui changeait le carburateur, et maintenant quand vous arrivez chez le garagiste, il commence par brancher un PC avant de vous dire ce qu'a votre voiture. C'est pas le même métier, c'est pas la même formation, c'est pas les mêmes effectifs, c'est pas la même organisation du travail, c'est pas la même localisation géographique. Nous, on est présents sur l'ensemble du territoire. Demain, quelles équipes ont besoin d'être près des équipements physiques? Quelles équipes vont gérer ça à distance? C'est des enjeux de transformation radicaux qu'on va mener en 4, 5, maximum 10 ans. C'est extrêmement important. Et la vitesse change tout. J'ai quelqu'un qui trépigne à côté de moi. C'est pour ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, du coup, plutôt que de parler d'industrialisation de l'innovation, je parlerai de désindustrialisation de l'existant. Le digital, ça s'industrialise très vite. Vous mettez un truc dans le SaaS, c'est très facilement réplicable partout. Nous, on le vit, ça se déploie à grande vitesse. Et ce que vous dites, c'est que quand ça se déploie, ça pose des problèmes de friction avec l'existant. Et on est, nous, plutôt en train de se dire comment fait-on bouger l'existant vers autre chose, plutôt que de se dire comment l'existant doit ingérer le digital. Autrement dit, le digital n'est pas là pour nourrir des process actuels. Le digital emporte ses propres process. Donc c'est vraiment plus radical. Je ne suis pas en train de dire je vais absorber le digital, je dis le digital va m'absorber. Mais un peu différent. Intéressant. Donc c'est pas juste comment l'existant réintègre le digital, c'est comment l'existant va devoir se transformer sous l'effet du digital. Mais ça se passe avec frottement. Dans beaucoup d'entreprises. Enfin, comment vous le gérez, en fait? Donc, alors, peut-être chez Solvay ou chez... Alors, je vais peut-être revenir à la question initiale sur l'époque. Excusez-moi. On est parti trop loin. Ok. Ouais, il me semble qu'on est parti un tout petit peu loin par rapport à la question. On a parlé de la multiplication d'époques tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu se multiplier énormément les dernières années. Justement, à cause de la diversité du digital, en fait, et la multiplication technologique, on est obligé de faire des POC par domaine, et en fait, le nombre de POC se multiplie. Après, on a parlé d'industrialisation de POC. J'aime pas trop le terme, parce qu'un POC est un POC. Industrialisé, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Et j'ai vu que les facteurs de... Ce qu'on a observé, chez nous, c'est que les facteurs de réussite ou d'échec, en fait, des POC, c'est les conditions qu'on émet initialement. C'est-à-dire que quand on rentre dans un POC, en fait, avec l'objectif de juste faire une proof of concept, en général, on a un échec, puisqu'on arrive à la fin, on a dit, OK, le concept, il est acceptable. Ouais, stop. Il est acceptable. Donc on prend ça, on le note sur un papier, et puis on se dit, il est acceptable. Qu'est-ce qu'on en fait? Imaginez dès le départ du POC, en fait, les conditions de réussite et les conditions qui vont accompagner, c'est-à-dire que le POC doit être une étape intermédiaire. On doit l'imaginer en fait, dans une feuille de route complète, en se disant, de toute façon, je vais le réussir, ce POC, puisque je l'ai initié.
et partir dès le départ en fait dans une optique de succès. Ce qui veut dire que quand on part dans une optique de succès, on met dès le départ des discussions qui font un peu mal. C'est la gestion de l'IP, le partage industriel, la production série, etc., etc. Et si on discute en fait de ces points en initialisation de POC, en fait le POC devient une étape intermédiaire. Et en fait il y a une espèce de continuité. Il n'y a plus d'industrialisation et on accompagne tout ça. Et le digital est une manière en fait justement d'avoir cette continuité là. Voilà. Donc c'est un peu le témoignage que je voulais faire. Moi, je vais faire déjà un préambule, c'est que je ne suis pas digital du tout, enfin, j'étais pas digital, hein, jusqu'à ce qu'on me dise, il y a des choses qui se passent. Quoi. Alors, j'ai passé les week-ends à regarder sur Internet ce que c'était que le digital. Alors, quand on va parler de POC, de MOC, de tout ce qu'on veut, excusez-moi, vous vous rendez compte, déjà, il faut que je comprenne, il y a des experts du POC, mais après, il faut l'expliquer aux collaborateurs. Et puis aux mecs qui tournent les machines, les usines, il faut l'expliquer tout ça. Donc il faut vulgariser déjà, hein, et se mettre à disposition de l'autre et dire voilà, c'est ça, effectivement, c'est quoi l'intention et comment on peut construire cette vision ensemble, partager. Je parlais tout à l'heure de notions de compétitivité, etc. On rentre là, on rentre dans des notions qu'on connaît bien, la compétitivité, l'industriel. Alors comment on va pouvoir tester effectivement des nouveaux modèles? Alors là, on fait effectivement du POC, du test, etc. Mais si ce POC, c'est simplement un effet de mode, et puis on lance un petit projet, et puis effectivement on note c'est bien, c'est pas bien, ça ne sert à rien, parce qu'on rentre dans des groupes industriels ou des groupes comme les nôtres, on a déjà des process établis. On a des gens qui pensent avec des systèmes d'éducation qui sont formatés depuis des années, on pense comme ça. Et là vient une chose fondamentale pour réussir, il faut avoir une vision partagée et portée par des leaders, des managers qui savent où ils amènent leur entreprise au sens de l'intention, au sens de leur vision. Et à partir de ça, c'est facile. Vous testez les modèles. Vous testez des modèles, vous testez des POC, et vous acceptez aussi la notion de risque, que ça ne marche pas. Vous êtes, ce que je prends souvent comme exemple avec mes équipes, vous êtes dans la forêt birmane, vous avez 3 coups de coupe, et puis vous voulez aller à l'autre bout de l'île. Eh bien, nous, c'est sûr, on va tracer tout droit, on va faire une autoroute, on va dégager je ne sais pas combien d'arbres. Et bien là, c'est plus comme ça. Il faut couper, on va aller à droite, à gauche. Puis peut-être on va trouver une voie très optimisée, ensemble, avec des POC, des tests qui vont faire que, on va respecter les arbres, on va respecter les birmans, on va avoir une solution qui sera optimisée au sens d'une réflexion totalement différente. Mais il faut tester. Il faut tester le modèle par du POC. Mais il faut le rendre dans une logique, une vision partagée que le manager saura défendre. Mais alors, à la fin, le POC, il passe en déploiement selon quels critères? Eh bien, c'est simple. On prend un exemple concret, puisqu'il faut qu'on soit concret. Hein, c'est la mission qui nous a été demandée. Prends l'exemple de ce qu'on fait avec Cosmo. C'est un algorithme complexe sur le pilotage d'unités de production. Alors, quand vous allez voir une unité de production dans la chimie, c'est simple. Vous avez celui qui sait, c'est-à-dire celui qui a été formé au génie chimique, à la chimie, qui sait il connaît tous les paramètres de thermodynamique, etc. Et il va dire à l'opérateur de production, tu vas tourner la vanne comme ça, tu vas ouvrir le capteur comme ça. Et donc l'opérateur de production, il produit, puis à un moment donné, il casse sa machine, ou il y a des problèmes de maintenance. Et donc là, il y a le technicien ou l'ingénieur de maintenance qui arrive, et puis il est content que la machine casse. On va pouvoir la réparer. Donc chacun fait le travail en fonction de son mode de fonctionnement et de compréhension et d'éducation. Et là, avec le travail que l'on mène avec Cosmo, on met tout ça en commun. On met toutes les données de machines, les données de pilotage thermodynamique, on met tout ça dans une grosse boîte avec un algorithme complexe, je ne vais même pas essayer d'y rentrer, hein, c'est quand même le soutien et l'essence même de la mission de Cosmo de nous accompagner là-dessus. Et qu'est-ce que ça apporte comme chose? Et là, j'ai pris ce pari, peut-être de risquer de rien voir, mais là, on est en train de découvrir qu'on a des modes de fonctionnement et de pilotage dans notre unité de production, qui est un atelier à Saint-Fond, à côté de Lyon, qui est totalement disruptive. C'est des choses sur lesquelles on n'était pas amené à considérer qu'on pouvait piloter l'unité de cette façon. Donc on est en train de trouver un disruptive model de pilotage, encore une fois au niveau de tradition quand même de la chimie, c'est tradition, ça fait 200 ans qu'on fait de la chimie.
Eh bien, ça, si ça marche, la volonté, c'est de l'implémenter sur les autres unités déjà du site, de mes unités de production sur la BU et sur le demain. Donc c'est ça l'essence même, c'est piloter, tester, réussir, implémenter. Claire. Alors on a parlé pas mal de ce qui marchait plutôt bien. Ça m'intéresserait. Alors surtout dans une époque où avec le design thinking, on apprend à fail fast. Qu'est-ce qui marche moins bien? Si vous aviez des exemples de plantage, de difficultés, d'écueils dans lesquels vous êtes un peu tombé, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus aussi? Alain? Veolia. En fait, c'est dans les stratégies digitales, on se pose un certain nombre de questions. En fait, il y a un certain nombre de points de passage obligés. L'un de ces passages obligés concerne le stockage des données. Donc vous avez compris maintenant que Veolia, c'est d'abord beaucoup de données qui étaient processées par des cerveaux humains qui deviennent processées par des intelligences artificielles. Donc à un moment, il faut bien qu'on stocke ces données quelque part. Et alors, je suis un peu en avance de phase pour parler de plantage. C'est mon intuition. Prévoyez que c'est mon intuition et donc la préparation du coup suivant. Le data lake est une fausse bonne idée. Il y a un an, j'étais persuadé moi-même que c'était une bonne idée. Et puis, alors Veolia étant un ensemble de villages, on a les 4 grands data lakes de la planète. Hein. On est sur IBM, Amazon, Google et Microsoft. Tant qu'à faire. Hein. Ça garantit l'open innovation, mais grave. Et en fait, le sujet auquel on est en train d'être confronté, ça s'est accéléré récemment, c'est la politique qui accélère les choses, hein, c'est qu'on est répartis dans le monde entier. Dans le monde entier, on fait les mêmes métiers. Et donc, on pense que c'est intéressant pour nous d'apprendre de ce qu'on fait quelque part dans un autre endroit, sous réserve que la température, l'humidité soient à peu près les mêmes. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on partage des données dans différents endroits. Et ça, c'est de moins en moins possible. Surtout que, pour Veolia, les données brutes ne nous appartiennent pas. Je vous rappelle qu'on est soit une concession de service public pour la moitié de notre chiffre d'affaires qui est la municipalité, soit on est sous-traitant d'un industriel pour l'autre moitié de notre chiffre d'affaires qui est commercial industriel. Et donc ces données ne nous appartenant pas, il est cavalier d'imaginer les emporter dans un unique data lake qui, même s'il est plus ou moins réparti, dans les 4 exemples que j'ai cités, c'est 4 entreprises américaines, que les serveurs ne sont pas présents dans absolument tous les pays. Et ce qui est en train de monter, c'est la revendication de chacun des États de conserver des données sur le territoire national, voire de les voir opérer par des citoyens de la nationalité du pays en question. Ça rajoute une complexité supplémentaire que nous, on voit qu'une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que s'il y a complexité, il y a opportunité. Et donc, si on trouve la bonne solution parmi les premiers, et en fait, on l'a trouvé, on est capable d'aller au-delà. Il ne faut pas rire trop vite. Pourquoi? Parce que... Vous n'êtes pas encore planté, vous m'avez dit tout à l'heure. Si, parce qu'aujourd'hui, on a donc mis en place donc, ces 4 data lakes, dont un par la DSI Corporate. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à nos clients, et on est devant l'incompréhension de nos clients, la gêne, et je sens monter bientôt le refus. Donc, mon sujet, c'est de réagir avant qu'ils nous disent stop. Oui, RTE? Oui, peut-être pour faire le lien, j'arriverai peut-être pas forcément à la même conclusion. On a les mêmes problèmes, et surtout que nous, on opère une infrastructure vitale pour le pays. Donc, on a forcément des contraintes très fortes. Pour autant, je crois quand même que, après le data lake mondial, peut-être pas, mais la notion de mettre les données en commun, c'est quand même le vecteur de changement le plus important, je crois, pour désiloter, ce qui est le thème là. La notion de se parler entre cultures, moi j'attache de l'importance. On parle souvent des cultures d'entreprise,
Moi, je crois qu'un des principaux freins, la culture d'entreprise est souvent une force, mais un des principaux freins, c'est nos cultures locales, nos cultures entre métiers, entre directions, entre historiques, tout ce qu'on a dit ce matin sur on a toujours fait comme ça, comment on change. Ben, comment on change, on prend du recul, on l'a dit. On prend du recul, c'est pas que au COMEX, quoi, hein, et on prend du recul en fournissant des données et une façon de regarder le sujet de la performance de l'entreprise et de ce qu'elle a à faire de façon globale. Et donc, le data lake mondial, ça pose plein de problèmes, évidemment. Nous-mêmes, on n'est pas prêt à mettre du tout les données du réseau électrique sur Google, ni Amazon, ni personne. Mais ça n'empêche pas qu'en interne, on a envie de les rapprocher et que je crois que c'est un vecteur de transformation absolument fondamental et que c'est la façon de casser la plus simple, la plus directe, de casser des modes de raisonnement et de mettre des gens qui sont des acteurs, qui sont des faiseurs, pour reprendre ce qui était dit ce matin, directement à proposer des choses concrètes. D'accord. Pardon, c'est pas un mais, c'est un et. C'est-à-dire qu'on a besoin d'accéder à toutes les données et on ne peut pas les mettre toutes au même endroit. C'est un beau problème. Donc vous êtes d'accord, et surtout je ne veux pas prendre parti entre qu'est-ce qui est plus important, les réseaux d'électricité ou le réseau d'eau. De vitalité. Vital pour le pays. En tout cas, pour recharger mon iPhone, c'est vrai que je donnerais plutôt... Un peu d'eau. Un autre exemple de plantage peut-être, soit chez Solvay, soit chez... C'est pas un plantage, c'est un frein, c'est un ralentissement. C'est l'humain. C'est simple. On parle beaucoup, encore une fois, de technique, l'IT, tout ce qu'on veut, de nouvelles solutions. C'est la culture de l'entreprise. La pire des choses, c'est de vous dire j'ai solutionné le truc en mettant un chief digital officer et il va faire tout. Ça me rappelle il y a 20 ans quand on mettait un total quality directeur au niveau du groupe. Le mec, il va solutionner tous vos problèmes. Non, ça ne marchera pas si on ne change pas la culture de l'entreprise. Et ce qui fait que on a des freins partout. Pourquoi ? Parce que on va lancer un POC. Ouais, mais bon, je ne comprends pas pour trop. Ça fait quand même 20 ans qu'on bosse comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Donc le frein, ça passe par casser les barrières. Il faut échanger, il faut partager, il faut networker, il faut beaucoup passer de temps en tant que manager sur le terrain pour expliquer. Et donc c'est le côté humain. Et transformer l'entreprise en motivant, en convainquant les managers à tous les niveaux que les choses se passent, le monde change et il faut être d'une grande force de conviction et en s'ouvrant au monde et puis motivant les gens à s'ouvrir au monde extérieur, à sortir de la citadelle tel que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, je peux donner le témoignage dont j'ai déjà évoqué en fait les principaux points de blocage que j'ai rencontrés aujourd'hui, que nous avons rencontrés chez Alstom, c'est la gestion de la propriété intellectuelle, en fait, qui est un élément pour moi majeur. Vous avez parlé de systèmes vitaux. Nous, on fabrique également des systèmes vitaux. Ça veut dire qu'en fait, on n'admet pas en fait d'avoir des éléments non décrits, en fait, des boîtes noires en fait dans nos systèmes. Donc dès qu'on travaille avec des partenaires, on veut savoir évidemment connaître les modes de fonctionnement détaillés en fait de tous les systèmes que l'on utilise pour garantir la sécurité. Et donc par nature, on demande beaucoup sur la propriété intellectuelle. Donc faire rentrer les partenaires, c'est bien, mais on a quand même ce besoin d'accéder à un certain nombre de leurs connaissances pour garantir la sécurité des systèmes que l'on développe. Donc ça, c'est souvent un point bloquant parce que en fait, les startups, les partenaires, les sous-traitants, etc., qui sont autour de nous, c'est leur asset. Donc partager a priori leur asset alors qu'ils sont en plein développement, c'est une problématique. Et là, on peut rentrer dans des discussions qui durent très longtemps. Et là, on a un déséquilibre en fait entre les grands groupes qui sont bardés de Lego et de cellules dédiées à la gestion d'IP face à des startups en fait qui sont pas équipées pour répondre aux questionnements et pour se protéger. Voilà. D'accord. Donc alors, on va revenir justement sur le lien entre grands groupes et start-up et l'incompréhension qui peut en résulter. Mais je voulais revenir et donner une chance à Solvay, d'autant plus que les arômes vanille, je cherche en fait l'aspect vital en fait de l'arôme vanille fait par Solvay. Eh bien, l'arôme vanille, si vous assistez, le food positioning, la contamination croisée. Dominique a sorti un point qui me semble important, c'est les aspects organisationnels. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un CDO, pas un CDO ? L'innovation existait avant, donc il y avait toujours la R&D. Donc il y a la R&D, il y a l'IT, il y a peut-être le digital, enfin il y a des services, donc des départements qui sont présents et qui revendiquent peut-être un peu une part du sujet innovation. Ça se gère bien ? C'est un problème humain.
Moi, j'ai le cas, je dirige une R&D. À côté de moi, il y a une direction innovation et données. Et puis, à côté de moi, il y a aussi une direction du SI. Et donc, c'est clair. Tout à l'heure, on a insisté sur l'humain et la conduite du changement. Soit on arrive à bien s'entendre et à se mettre d'accord sur des échelles de temps, des sujets, etc., soit pas. Donc, ça se passe vraiment sur l'humain. J'entendais hier Uber Eats, moi je ne me permettrai pas l'expression, mais comme c'est Uber Eats qui le disait, il parlait du PFH, le putain de facteur humain pour la biodiversité et la façon dont ça évolue. Donc je crois qu'effectivement, il faut intégrer le PFH partout. Et ce dont on parle, c'est du changement. Et donc le facteur managérial majeur, c'est la conduite du changement. Et l'élément technologique, qui soit sourcé à l'interne ou à l'externe, n'est qu'une brique de cette conduite du changement. Et tout le problème qu'on a, c'est un mélange de push qui peut venir de l'externe, de pull en interne par rapport à des besoins. Et c'est vraiment comment on manage ça. Et je ne crois pas qu'il y ait de recette, pour le coup. Mais par contre, il y a des échelles de temps différentes. Il ne faut pas mélanger les choses entre faire des innovations où on dit tout va vite et tout se développe en 6 mois, 1 an. La conduite de SI, dont on nous a expliqué ce matin que c'est un plat de nouilles, donc je suis rassuré, il n'y a pas que chez nous. Mais effectivement, les SI historiques, c'est un plat de nouilles. Et d'un autre côté, les changer, c'est très cher et très compliqué. Il ne faut pas sous-estimer ça. Donc forcément, pour les directeurs SI, c'est très compliqué. Et puis une R&D qui vient proposer une vision de moyen terme. Donc, il y a une complémentarité. Après, soit on est dans une culture d'entreprise où on arrive à faire jouer cette complémentarité, soit on se tire la bourre les uns les autres. Voilà, ça dépend. Ouais, en fait, c'est compliqué, mais on a une chance. C'est compliqué parce que, vous l'avez compris, on fait beaucoup d'innovations incrémentales dans nos métiers et l'innovation de rupture, qui nous intéresse aussi, a du mal à suivre des process habituels. C'est pour ça que le digital ne se confond pas ni avec la R&D, ni avec la DSI, ni avec chacun des business units. Moyennant quoi, ça permet d'ouvrir les chakras et de se dire, confère ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur ce qui nous tombe dessus, ça permet de se dire où on veut se placer, et puis une fois qu'on a défini une vision, une stratégie, comment on y va, et sachant que le chemin, on ne le connaît pas. On dit on a envie d'être là parce que le monde va être comme ça, maintenant on se rate la tête pour y aller. Donc ça, c'est le panorama, et donc tous nos collaborateurs dans leur métier sont un peu loin de ça. La bonne nouvelle là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on fait un métier très ancien, et quand vous dites aux gens, aux collaborateurs de Veolia, et si vous preniez autant de plaisir dans vos métiers que vous en prenez à jouer avec votre iPhone? Je fais un raccourci soudain entre les geeks ou pseudo-geeks ou digital native ou ce que vous voulez, parce que ce n'est pas une question d'âge, qui ont un esprit quelque part à faire un peu digital et qui, dans leur vie de tous les jours, sont à des années-lumière dans leur vie à domicile. Et je leur dis, voilà, vous aimez le digital, vous en servez tous les jours. Et la question, c'est qu'est-ce que cette appétence, cet appétit que vous avez pour le digital, comment il va se traduire dans votre métier tous les jours? La bonne nouvelle, c'est qu'on a une vision, on a une stratégie, on ne sait pas comment le faire, mais vous pouvez sûrement apporter votre brique pour le faire parce que vous baignez là-dedans. Et donc on construit une communauté. Pour le coup, c'est totalement horizontal. C'est souvent pas le top management. Et donc ça crée des frictions. Et quand vous dites qu'est-ce que ça se passe bien, c'est drôle parce que ça se passe bien n'importe où dans le monde. À Veolia, c'est 180 000 collaborateurs. Donc ça se passe bien à peu près partout. Là où ça passe moins bien, c'est dans les strates managériales. Voilà. Je crois que vous alliez dire en France, mais ok. Alors, il faut qu'on conclue, je crois. On arrive au terme. Simplement pour répondre à votre point, parce que très rapidement, encore une fois, on ne fait pas du management du digital, on fait du management par le digital. Et il faut que ce soit clair. Les groupes qui vont mettre des chief digital officers simplement parce que c'est l'effet de mode et parce que ça ne marchera jamais. Effectivement, parce qu'on ne touchera pas les couches en dessous de la population de l'entreprise, qui ne demande qu'une chose, c'est participer activement à la reconquête des marchés par des innovations, parce qu'eux-mêmes sont acteurs du changement en tant que consommateurs. Donc c'est véritablement un changement profond du management qui a lieu de faire, et ça c'est une profonde conviction des CEO de boîtes internationales ou nationales et de leurs managers d'impulser ce changement. Et ce n'est pas par le Chief Digital Officer que ce changement profond se passera. Okay. C'est par la conquête par l'ensemble des opérateurs, des employés de l'entreprise, d'un changement culturel et de fonctionnement que ce succès se passera. Il faut qu'on conclue, donc j'aimerais vous donner une chance à chacun de finir par un conseil aux startups. Alors,
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les grands groupes et les startups, c'est un peu le syndrome de l'éléphant et de la souris. Donc ça se regarde un peu avec une certaine suspicion. Donc comment une startup peut bien travailler avec vous? Quel est le conseil que vous lui donneriez? On démarre avec vous côté Alstom? Oui. Je vais essayer d'inverser la question, si ça ne vous gêne pas. En fait, le conseil que je préférerais donner, c'est plutôt le donner aux grands groupes, parce que les startups sont startups. En fait, commencer à les conseiller, c'est un peu délicat, en fait, puisque suivant leur taille, elles ont la capacité à réagir ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que le conseil que je peux donner aux grands groupes, c'est justement de ne pas projeter à tout prix, en fait, leur modèle industriel, leur modèle de travail, leur modèle de gestion de leur projet strictement sur les petites structures et en particulier les startups. On a eu une expérience dans laquelle effectivement au départ on dit il y a quelque chose de très agile qui nous intéresse parce qu'on est capable de faire des choses très rapidement, très intéressantes. Et à partir du moment où effectivement on projette le modèle de l'entreprise sur cette structure, elle s'appauvrit, elle devient finalement un miroir avec beaucoup moins de moyens que ce qu'on est capable de faire en interne. Donc on a une tendance assez naturelle à appauvrir l'entité qu'on vient de sélectionner comme partenaire. Donc voilà, le conseil que moi je donnerais, c'est il faut avoir des points de rencontre, mais les modes de fonctionnement, les modes de travail, etc., doivent rester propres à la start-up. Respecter un ADN différent. Exactement. RTE? Moi, je crois que je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs où on intervient, hein, mais les questions de propriété intellectuelle et de business model un peu de la start-up et de la façon dont, au-delà de faire un POC, au-delà de montrer si la technologie marche et regarder ce que j'ai inventé, c'est génial. Au-delà de ça, de comment on veut collaborer dans la durée et comment on compte être complémentaire dans la durée ou pas, je pense que c'est des sujets dont il faut parler assez tôt. Parce que c'est quand même un frein dans les grandes entreprises. Les gens voient ça, et alors ça dépend des entreprises. Si elles sont dotées d'équipes elles-mêmes de chercheurs, les gens voient ça comme une concurrence en clair. Hein. Donc se parler assez rapidement de la façon dont on est complémentaire et pas en concurrence, je crois que ça c'est essentiel. Chez Solvay. Humilité. Comme je rejoins, on est grands groupes internationaux, on fasse une start-up, on peut l'écrabouiller sans problème, on peut même négocier financièrement. La start-up a besoin de nous, c'est très bien. Donc humilité, respect. Négocier par contre un contrat d'objectif, voilà l'intention. Et accepter que la route pour y arriver, on ne la connaît pas. Donc travailler, cheminer ensemble, en partenaire, avec un grand P, en acceptant encore une fois que le mode de fonctionnement et de conduite soit différent par rapport à nos modèles traditionnels, classicaux, qu'un groupe va pouvoir avoir avec ses processus. Et à partir de ça, un exemple, une solution, peut-être une recette qu'on a voulu mettre en place avec Cosmo, c'est d'injecter dans notre organisation un patron de projet Cosmo qui vit comme un poisson dans notre univers classico, et il va bousculer un peu les choses. Il va se noyer dans un univers très tradit, et puis il va ouvrir les chakras de notre organisation. Voilà, donc humilité, simplicité, contrat d'objectif fixé, et intégrer les gènes de cette start-up directement dans les nôtres, pour créer cette osmose. Merci. Veolia, pour vous, le mot de la fin. Ouais, donc je vais reprendre la question à l'endroit. C'est quel conseil on fait aux start-up? Écosystème dynamique. Ça touche en 2 mots. Un, écosystème. Il faut que la start-up sache quelle est sa proposition de valeur et quelle est une idée d'un business model. Je fais pas mal de speed dating et 1 fois sur 2, j'ai en face de moi des fondateurs de boîtes ou de porteurs de projets qui n'ont pas assez travaillé la proposition de valeur. Ça, c'est pour la partie écosystème. Et nous, on pousse beaucoup d'écosystèmes. On en fait dans pas mal de villes en France. Voilà. Et dynamique. C'est qu'une fois qu'ils ont cette proposition de valeur, ils viennent nous voir et dire regardez, on se complète très bien. Sauf qu'on complète très bien Veolia en 2017. Dynamique, ça veut dire imaginer que le mastodonte va bouger. Là, j'ai une anecdote, ça ne se passait pas en France, ça se passait en Asie, je peux être plus précis que ça, où une start-up déjà avec pignon sur rue vient nous voir en disant regardez, on va vous aider, on va faire plein de choses. Je réponds oui, aujourd'hui. Sauf que ce que vous faites, c'est notre valeur ajoutée demain. Donc, je ne peux pas simplement récupérer ce que vous faites. 3 semaines après, j'avais 6 CV sur mon bureau. Le point sur la complémentarité. Donc, on a le temps quand même de prendre quelques questions? Super. Alors, comment faites-vous pour créer un sentiment d'urgence sur ces sujets en interne? Moi, c'est simple. Hein.
il suffit de comparer sur nos métiers les coûts, les prix que font de services ou de produits que font nos honorables concurrents chinois, asiatiques, indiens, qui aussi l'Inde est en train de se développer à une vitesse grand V, notamment sur les exportations, pour se dire qu'il y a un degré d'urgence. Voilà, et ce degré d'urgence, c'est trouver des leviers de compétitivité qui sont plus ceux du traditionnel, sur lesquels on a fait tellement d'efforts et on a eu tellement de plans, etc., pour améliorer nos compétitivités, qu'on ne peut plus rien faire dans ce domaine. Il faut sortir de l'épure du traditionnel. Eh bien, c'est prendre ensemble, avec l'ensemble des employés, les collaborateurs, expliquer l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et si on ne bouge pas, voilà, face à cela, eh bien, on disparaît. Et j'ai entendu tout à l'heure que beaucoup d'entreprises ont déjà disparu parce qu'elles sont restées dans le schéma traditionnel. Ce qu'on appelle ubérisation, il faut qu'on la partage. Et c'est ce que je passe mon temps à partir du moment où j'ai validé ma stratégie au sein du groupe Solvay. Je suis patron d'entreprise, ma responsabilité, c'est de partager cela, les enjeux avec mes collaborateurs, leur dire maintenant, que fait-on? Mais c'est vous qui avez la solution, c'est pas moi, seul. Sentiment d'urgence, oui. Alors, chez nous, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on dit que les utilities ont encore le temps. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé il y a 2 ans dans ce groupe, on me disait « Ouais, t'as raison, mais enfin, pas pour nous. Pas dans notre métier ou pas en France. » J'ai quand même entendu ça. C'est un peu le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête. Et donc, créer le sentiment d'urgence par l'analogie est compliqué. Parce que les analogies, je les prends dans d'autres... Vous êtes en avance sur nous, donc je les prends dans d'autres secteurs. J'ai regardé ce qui arrive, si on ne bouge pas, dire « Ouais, mais on a quand même le temps. » Et donc, il faut remonter d'un cran. Pourquoi on pense qu'on a le temps? Parce qu'on a envie de se rassurer. Donc j'ai la phrase de Guillaume II, le dernier empereur d'Allemagne au début du XXe siècle, qui disait « Je crois au cheval. L'automobile est un épiphénomène. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une cavalerie importante, et nous, dans toute entreprise, quand on a des actifs, on a envie, et c'est humain, de se rassurer sur le fait que je ne vais pas tous les jeter. Et donc, une manière de tourner le sujet, c'est d'arrêter de dire comment je fais ça, mais de se poser la question pourquoi je fais ça. Parce que c'est ça le fondamental d'une posture d'une entreprise. Et à partir du moment où je me ressente sur le pourquoi, je suis beaucoup plus ouvert à balayer mes actifs si nécessaire. Mais je suis tout à fait au début du process. Côté RTE, il y a 2 mouvements, je pense, mais un peu partout. Il y a l'urgence au niveau de l'entreprise parce que le secteur énergétique évolue beaucoup, la consommation énergétique est différente, il y a des enjeux de transition écologique, etc. C'est tout à fait prégnant, ça ne l'était pas il y a 15 ans, donc ça change radicalement la donne autour de nous, même si on ne le sent pas instantanément, mais on en voit les effets qui vont arriver à moyen terme. Mais surtout, moi, au-delà du sentiment d'urgence, je voudrais insister sur l'envie. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les entreprises... Soit ils sont jeunes, ils sont nés avec, et de toute façon ils viennent au boulot en regardant les réseaux sociaux toute la journée, et donc ils ont envie que leur outil de travail ce soit le même qu'à la maison. Soit ils sont plus âgés, et en général ils ont aussi des ados à la maison, où ils en ont eu, etc. Donc je veux dire, les gens ne sont pas isolés, même si on est une entreprise régulée, même si on est un service public, les acteurs à l'intérieur de l'entreprise, ils vivent aussi dans la société, et donc cette envie de « mais pourquoi c'est plus simple quand je suis chez moi le soir d'avoir accès à l'info que quand j'arrive au bureau où je galère tous les jours ?» c'est l'envie. Et donc, il n'y a pas, sur la numérisation, sur l'envie de changer vers ça, il n'y a pas forcément besoin d'un sentiment d'urgence. Les gens, ils trouvent naturel que, et même pour garder les meilleurs et attirer les meilleurs, si je ne leur propose pas un environnement dans lequel ils vont avoir un cadre de travail qui est au moins au niveau de ce qu'ils ont à la maison, ça va être très difficile. Si je peux résumer, on pourrait créer l'urgence en disant aux collaborateurs « Retrouvez un sujet de conversation avec vos enfants ou ados qui ne veulent plus vous parler. » Il y a eu une petite question, je vois. Bonjour à tous. En fait, pour compléter par rapport à la question de l'humain dans l'entreprise, il y a eu très peu d'initiatives qui ont été partagées par rapport à ce qui est fait en interne dans les entreprises. Donc, il y a eu l'intervention d'Alstom par rapport à la collaboration avec l'IRT Systemix, que je respecte beaucoup et qui font du travail génial. Et puis, il y a eu la communauté créée au niveau de Veolia. Donc, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que vous faites en interne pour infuser, donc pour désiloter effectivement en interne et infuser de l'innovation qui vient de l'interne, des collaborateurs qui, peut-être, eux, connaissent beaucoup sur les problématiques et les enjeux d'innovation qui peuvent exister. Merci. Je
peux essayer de répondre si vous voulez. Allez-y. Ouais. Donc je vais faire la transition avec la question précédente. Alstom est dans une situation de compétition aiguë, donc le sentiment d'urgence en fait des salariés il est complètement et largement présent. Donc tout le monde est mobilisé et l'innovation est vue comme un facteur de différenciation. Donc on n'a pas de problème vraiment en fait de cette prise de conscience. Donc ça c'est le premier élément. Pour aller dans le sens que vous dites, nos organisations en fait font en sorte en fait d'accompagner le mouvement pour essayer de drainer toute cette énergie qu'on ressent en fait dans nos équipes, et on organise notamment des contests d'innovation. Donc chez Alstom, on a organisé depuis de nombreuses années un contest en fait pour que tous les salariés aient l'occasion de déposer en fait des idées, des projets, etc., etc. Et depuis 2 ou 3 ans, je me souviens plus exactement, on a créé une nouvelle catégorie justement pour l'open innovation, sur lequel en fait c'est une catégorie particulière qu'on veut primer, dans lequel en fait on va coter en fait la qualité en fait de la collaboration qui a été mise en place, la qualité de la gestion de la propriété intellectuelle, tous ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure pour essayer de quantifier effectivement tous ces projets-là. Et en fait aujourd'hui on voit que c'est un succès assez inouï, d'ailleurs qui nous prend un peu au dépourvu puisqu'on est obligé de se mobiliser de plus en plus pour analyser tous ces dossiers-là. Et typiquement, en fait, c'est avec nos amis de Cosmo, l'année dernière, on a déposé un dossier Open Innovation et c'est un des vainqueurs en fait, de ce trophée-là en fait, pour nos catégories. Voilà, ça répond un peu à votre question. On a beaucoup travaillé sur la partie RH. Je prends un exemple sur le comportement des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Franchement, la RH classique avec le plan de carrière, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, et puis tu fais tel poste, etc. Ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce qui passe aujourd'hui? Ils postent en disant, voilà, j'ai fait tel poste, j'ai telle compétence, je pense que je peux faire ça, je poste ça, et je voudrais aller aux États-Unis pour prendre un poste de marketing. Tu m'aimes, tu me prends. Tu m'aimes pas, je m'en vais. Et c'est ça qu'on met en place dans l'entreprise. C'est un système qui est beaucoup plus interactif sur les postes pour les évolutions de carrière dans l'entreprise. Et puis un dernier point, c'est ça. J'ai 4 communautés, même sur mon iPhone. Ces communautés, c'est simplement les employés du groupe qui postent tout ce qu'ils découvrent, toutes leurs idées nouvelles, des choses complètement disruptives, de façon aussi à apporter cet échange, communauté d'intérêt, échange sur les disruptives. J'ai une idée là, pourquoi ne pas encore une fois faire de l'imprimante 3D dans la cuisine de chacun avec nos produits? Et ben voilà, c'est ça aussi, comment on intègre la composante humaine dans nos processus. Mais évidemment, ça ne passe pas que sur du processus industriel, de l'IT, etc. C'est de l'humain. L'humain, c'est la gestion des carrières, du management et de la communauté. Merci Dominique, merci à tous les 4, merci à tous de nous avoir écoutés.